D'après vous, quel serait le profil type des personnes qui sont derrière la plupart des brèches de données dans l'écosystème santé? Vous pensez très probablement à des hackers venant de l'externe, utilisant des attaques de type ransomware. Et selon le rapport de Verizon DBIR, ou Data Breach Investigation Report, publié en 2021, et qui a analysé les incidents de sécurité qui ont eu lieu dans le monde de la santé, vous auriez globalement raison. Mais le paysage des incidents de sécurité qui touchent les hôpitaux et les laboratoires ou encore les instituts de recherche est bien plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord. L'idée de la session d'aujourd'hui est de vous partager, en tant que responsable marketing cybersécurité de nos offres de santé, les clés de compréhension sur les cyberattaques qui ciblent les hôpitaux. La plupart des cas d'usage que nous pouvons rencontrer au quotidien avec nos équipes de sécurité, nos recommandations, mais également quelques technologies clés pour sécuriser l'écosystème de santé. Pour commencer, intéressons-nous d'abord aux motivations derrière ces cyberattaques. Si la majorité des cyberattaques proviennent de l'extérieur, ce n'était pas le cas jusqu'à il y a encore assez récemment. La plupart des brèches de données étaient, par exemple, dues à des erreurs humaines ou à des problèmes de configuration. Aujourd'hui, Verizon estime que plus de 60% des brèches de données proviennent d'acteurs externes. Nous faisons en effet de plus en plus face à des acteurs qui sont motivés financièrement. Ceci peut s'expliquer par la valeur accrue qu'ont pris les données de santé ces dernières années. Ainsi, on peut trouver des données de santé de patients à la vente sur les marchés noirs à environ 26 $. Mais ce montant peut atteindre jusqu'à 250 $ selon la richesse de ces informations. Les données de santé font ainsi partie des données les plus chères de tous les secteurs confondus. Cela s'explique par le fait que l'on trouve par exemple dans un dossier médical patient non seulement la date de naissance du patient, son nom, son prénom, mais également par exemple son numéro de sécurité sociale et d'autres informations qui sont précieuses autour des prescriptions des soins qui peuvent permettre aux hackers de plus facilement usurper l'identité d'un patient. Du côté des laboratoires, ces données sont extrêmement précieuses puisqu'elles font partie intégrante de la propriété intellectuelle utilisée dans la recherche. C'est d'autant plus facile dans ce contexte pour les hackers de demander une rançon. Les outils à la disposition des hackers sont par ailleurs de plus en plus accessibles. On a vu par exemple lors de la crise du coronavirus des kits d'infection de malware disponibles à la vente entre 200 et 700 $, permettant de mettre en place des campagnes de phishing complexes jouant sur la peur du virus et incitant à cliquer sur des liens suspicieux, par exemple pour prendre rendez-vous dans un hôpital. Nous faisons donc face à des acteurs qui sont extrêmement motivés et qui ont à leur disposition des outils permettant non seulement de faire de gros dégâts, mais également de leur rapporter gros. Alors qu'en est-il maintenant des vulnérabilités qui sont exploitées? Au sein d'Atos, nous avons identifié 6 grandes catégories de vulnérabilités et de menaces auxquelles les organismes de santé font face régulièrement. La première, et celle qui reste la méthode préférée des hackers, c'est celle du ransomware. On en entend de plus en plus parler depuis quelques années, et l'un des cas, et le premier qui a été le plus médiatisé, c'est celui du ransomware WannaCry en 2018. Il avait pris pour cible la NHS au Royaume-Uni. Donc ce groupement hospitalier avait vu son système IT complètement bloqué. Le personnel avait dû retourner au papier et au crayon pour la prise de rendez-vous des patients, au point de devoir décaler certains des rendez-vous les moins importants, le temps de gérer la crise. Bien évidemment, on a entendu parler d'attaques de ransomware très régulièrement, notamment depuis la crise du coronavirus, qui a pris pour cible beaucoup d'hôpitaux, français par exemple, et plus récemment, en mai dernier, le système de santé irlandais durant la campagne de vaccination. Une des deuxièmes menaces auxquelles font face les hôpitaux, ce sont les brèches de données autour du cloud. Comme les hôpitaux et les laboratoires utilisent de plus en plus de process numérisés, ils font face à de nouvelles vulnérabilités qui sont propres à l'écosystème cloud. On peut penser par exemple à la question de la visibilité des données, notamment les données patients qui vont être uploadées soit sur le cloud public, soit sur le cloud privé. Et la question est maintenant de savoir comment assurer, dans ce contexte, que les données sensibles sont sécurisées en toutes circonstances et qu'elles sont seulement accessibles pour les personnes en ayant les droits, comme un médecin traitant par exemple. Donc la question de la conformité se pose également. L'hôpital se doit de respecter les réglementations en vigueur, qu'il s'agisse de la RGPD en Union européenne ou par exemple de la réglementation IPA aux États-Unis.
Ensuite, le troisième point se trouve autour de la question de la mobilité. En effet, le personnel soignant, ainsi que le personnel administratif, a de plus en plus recours à des terminaux mobiles, comme des tablettes ou des smartphones. Parfois, il s'agit d'équipements fournis par les entreprises, d'autres fois, il s'agit de leur propre équipement. Il faut s'assurer dans ce cas que les terminaux ne sont pas vecteurs de virus une fois connectés au réseau de l'hôpital. Par ailleurs, on observe une tendance qui est au regroupement des hôpitaux, amenant les docteurs à passer d'un site à un autre pour leur intervention. Il faut alors être capable de s'assurer que seul le personnel concerné a les bons droits d'accès aux données, quand il passe d'un site à un autre. Seul le médecin traitant, par exemple, devrait avoir accès aux données de son patient pour des raisons de confidentialité. La quatrième tendance est autour de la sécurité des dispositifs médicaux connectés, qu'il s'agisse de dispositifs portables, comme des pompes à insuline connectées ou des pacemakers connectés, ou de plus grosses machines, comme des IRM. Il est d'autant plus critique de pouvoir les protéger qu'il s'agit d'objets traitant avec des données médicales, mais également des objets qui ont un potentiel impact sur la vie des patients. On estime à l'heure actuelle qu'un dispositif médical connecté comporte environ 6 vulnérabilités chacun. L'analyse Gartner a même estimé que d'ici quelques années, plus de 25% des cyberattaques dans le milieu de la santé impliqueraient à un moment ou à un autre des objets connectés. Une des explications derrière cette vulnérabilité m'amène au cinquième point. On fait aujourd'hui face à des systèmes IT vieillissants, peu mis à jour et qui sont souvent difficiles à patcher. Là où la question devient vraiment cruciale dans le monde de la santé, c'est que la plupart des équipements sont supposés avoir une durée de vie, parfois allant à plus d'une dizaine d'années. Quand on parle d'un IRM, on parle également d'ailleurs d'un investissement qui est très important et qu'on ne peut pas changer si facilement une fois qu'on a découvert une vulnérabilité. La dernière menace la plus importante se trouve autour de la question de la formation et de la sensibilisation du personnel. On doit pouvoir s'assurer que le personnel est formé, capable de reconnaître par exemple un email suspicieux ou des liens frauduleux, afin d'éviter de cliquer dessus et potentiellement d'amener à une attaque de type ransomware. Mais pour autant, tout ne devrait pas reposer sur leurs épaules. Pour mettre en place une politique de sécurité efficace, il est important d'apporter les bonnes technologies et les bons moyens à la disposition du personnel soignant et du personnel administratif, de manière à préparer les organismes de santé aux cyberattaques. Alors concrètement, quels sont les types d'attaques que nos équipes ont pu observer et les leçons qu'elles ont pu en tirer? Je citerai 2 exemples qui sont assez représentatifs de ce à quoi nous pouvons faire face. Tout d'abord, on peut parler des cyberattaques qui ont eu lieu autour des vaccins. L'Agence européenne des médicaments, ou EMEA, qui évalue et approuve les médicaments au sein de l'Union européenne, a révélé en décembre de l'année dernière que des cybercriminels avaient volé une partie des documents relatifs au vaccin du Covid-19. Ici, les fabricants de vaccins n'avaient pas été pris directement pour cible. Les hackers avaient ciblé la chaîne de production du vaccin en lançant des campagnes de phishing contre les organismes impliqués dans le stockage et la distribution des vaccins autour de la chaîne du froid. Cet exemple nous montre que les organismes de santé et de recherche doivent élever leur niveau de contrôle de sécurité pour protéger leur propriété intellectuelle, non seulement dans leur propre organisme, mais qu'ils doivent également s'assurer que les fournisseurs et les parties tiers avec lesquels ils travaillent ont un niveau de sécurité suffisant. Le second cas sur lequel nous pouvons nous pencher, c'est celui de la cyberattaque qui a ciblé l'hôpital universitaire de Düsseldorf en septembre dernier. Une attaque informatique avait fortement perturbé le fonctionnement de l'hôpital, qui avait dû reporter certaines opérations dans d'autres hôpitaux. Le transfert d'une des patientes à un hôpital situé à une trentaine de kilomètres s'est malheureusement fini par le décès de la patiente. Si à l'heure actuelle on estime que ce n'est pas la cyberattaque qui est la cause du décès, cela soulève toutefois la criticité de pouvoir protéger au mieux les organismes de santé. Alors quels moyens sont mis à la disposition des hôpitaux et des laboratoires pour protéger les données des patients et leurs propriétés intellectuelles? Nous allons prendre en compte 5 dimensions qui devraient être utilisées comme fondation, notamment selon les règles de la réglementation HIPAA aux États-Unis. La première dimension, c'est celle du contrôle d'accès. On doit pouvoir s'assurer à tout moment que seules les personnes autorisées ont accès aux données de santé. Pour cela, il est nécessaire d'adopter des solutions de gestion des identités et des accès et d'infrastructures à clé publique afin de fournir des identités de confiance au personnel.
La seconde dimension, c'est celle du contrôle et de la supervision des activités, notamment pour les comptes dits à privilège, c'est-à-dire des comptes administrateurs pour lesquels les systèmes utilisent des données sensibles. Il faut pouvoir s'assurer à tout moment de la protection de ces comptes les plus sensibles. La troisième dimension, c'est celle de l'intégrité des données. Les données sensibles ne doivent pas pouvoir être altérées ni détruites. On peut penser au cas d'une prescription ou d'un compte-rendu d'analyse sanguine qui ne doit pas pouvoir être altéré par quelqu'un d'extérieur. Les solutions de signature électronique permettent de valider l'identité du signataire à tout moment et de s'assurer qu'un document n'a pas été modifié grâce à un sceau numérique. La quatrième dimension, c'est celle de l'authentification et des méthodes mises en place pour s'assurer que seule la personne accédant à la donnée est celle qui en a le droit. Pour cela, nous pouvons mettre en place une combinaison de 3 facteurs. Ce que l'on est, par exemple via la biométrie, ce que l'on sait, via un mot de passe fort, et ce que l'on possède, via par exemple une carte à puce numérique ou un code OTP envoyé via un smartphone. Enfin, la dernière dimension est celle de la sécurité de la transmission des éléments. Les données doivent pouvoir être protégées à tout moment, qu'elles soient stockées ou communiquées d'un service à un autre. Dans ce contexte, les solutions de chiffrement sont les plus efficaces pour assurer la confidentialité des données sur tout type d'environnement, qu'il s'agisse d'un environnement cloud, d'une base de données ou d'une machine virtuelle. C'est seulement avec ces éléments clés que des données médicales et personnelles pourront être sécurisées à tout moment et utilisées correctement. J'espère que ces éléments vous auront permis de mieux comprendre les enjeux de la cybersécurité dans le domaine de la santé. Pour protéger cet environnement souvent complexe, il est important de pouvoir s'entourer d'experts en cybersécurité, capables d'aider à protéger les données confidentielles et à laisser les médecins et les cliniciens se concentrer sur le plus important, pouvoir s'occuper de leurs patients.